je vais présenter le professeur Qualify et aussi le professeur Mohamed Koch. Mais avant de commencer, je veux tout simplement exprimer mon plaisir d'être présent ici, de participer à ce colloque et puis aussi de rendre hommage au professeur Boubacar Bari. Vraiment, c'est un grand plaisir, je suis très contente de cela. Et j'avais une école d'été avec Babacar Fall pendant une dizaine d'années, plus de 10 ans. Et le professeur Bari est intervenu dans notre séminaire. Il a accepté de venir. Je ne sais pas si les étudiants ont toujours apprécié qu'il leur parlait, mais vraiment un grand merci. Maintenant, nous commençons avec le professeur Qualify de l'Université Cheikh Anta Diop, qui nous parlera des premières expériences de mise en valeur agricole au Sénégal, les exemples du Wallo et de Gazobé. La présentation que je vais faire porte sur l'horticulture, l'exportation dans la région de la Vallée. Donc, il y a beaucoup de choses que je souhaitais dire hier qui ont déjà été dites et donc je vais faire l'économie de ça. Ce que je propose, c'est que comprendre les faits et les méfaits des investissements agricoles et des problèmes fonciers dans le monde d'aujourd'hui requiert de dépasser une lecture circonstanciée de l'histoire sur l'événementiel pour établir des connexions et des connexions dans le temps long. La lecture que je fais de l'ouvrage, de l'œuvre du professeur Bari, c'est qu'en fait, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le foncier, il faut aussi repartir dans ce qui s'est fait dans le Wallo, qu'il a caractérisé de société inégalitaire par excellence. Donc comprendre que ce qui pourrait ressembler à des cultures, si réinscrit dans une perspective séculaire, montre une certaine continuité dans les faits qui se sédimentent et les hommes qui se succèdent pour révéler, dans ce temps long, un processus de différenciation sociale toujours à l'œuvre, sous le dictat non seulement des régimes alimentaires globaux, mais aussi de leurs corollaires, les régimes de travail. L'articulation donc de la société domestique au système d'exploitation impérialiste à travers les régimes alimentaires et de travail. Donc ce que le professeur K disait sur le fait que le travail n'a pas été beaucoup évoqué, je vais l'aborder en passant. La raison de cette relecture historique est importante parce qu'on a vu des cas d'investissement, que ce soit à Amman, que ce soit à Yaman, près de Kamounassar, que ce soit à Diama, que ce soit dans le Ngalam, et aussi l'ancien fief du président Wade, donc vers Kébémer et Djogo. Donc, avec ce propos liminaire, je souhaitais dire, comme à la suite du professeur Bari, que l'histoire ne se répète pas précisément. Mais dans le cas de la région de la Vallée, il y a sans aucun doute une certaine continuité historique. Et donc, je vais axer mon discours sur les conclusions d'hier à propos de la résistance qui s'est organisée. Donc, chercher dans les interstices de la SAP avec les digues, à Ndongo, chercher dans ces interstices de l'histoire les ferments de la résistance dans le Wallo aux investissements agricoles qu'on a caractérisés d'accaparement de terre. Donc la première partie s'intitule Leçon d'histoire, que retenir du projet de colonisation, de l'échec du projet de colonisation. La deuxième partie s'attardera sur quelques faits stylisés en matière d'aménagement pour l'investissement. La dernière partie proposera une lecture adaptée, actualisée des leçons d'histoire pour une meilleure compréhension des enjeux fonciers et agricoles aujourd'hui. Donc moi j'ai fait ma thèse à SOAS, qui est la School of Oriental and African Studies à l'Université de Londres. Et à la suite de ça, j'enseigne aujourd'hui à l'Université d'Édimbourg les études africaines et les études internationales. Et ça a été une richesse pour moi de tomber sur l'œuvre. Je dis tomber parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié au Sénégal. Donc de tomber sur l'œuvre du professeur Boubacar Bari, du professeur Batili sur le Gadiaga,
de professeur Mohamed Boud et de professeur Babacar Fall. Donc c'est un plaisir vraiment d'être ici aujourd'hui, dans le sens où c'est tous ces géants-là, c'est sur les épaules de ces géants-là que mon travail de thèse s'est inspiré. Donc, que retenir de l'échec du projet de colonisation africaine? Lorsqu'on a parlé hier, il y a M. Bahar qui nous parlait de l'incompréhension millénaire entre les signataires français et Wallo-Wallo du traité de Niamey. Ils n'avaient pas les mêmes attentes, ils n'avaient pas les mêmes compréhensions, ils n'avaient certes pas les mêmes réalités concernant le foncier. En plus de cela, en plus des problèmes de compréhension de ce que la terre signifie, parce que la terre signifie quelque chose de différent de chaque groupe social, on pourrait aussi, est-ce qu'on pourrait d'ailleurs s'attendre à ce que le Wallo, qui a été la société inégalitaire par excellence, de par sa stratification sociale, pouvait-on s'attendre à ce que ce Wallo-là produise une société égalitaire? Ma proposition est que la réponse est non, et qu'il faut au contraire voir dans la période que Samir Amin nous a présentée comme la mise sous dépendance de l'Afrique noire, et que professeur Barry et de toute une école qui a émergé a parlé des racines du néocolonialisme qui connaîtra son expression la plus aboutie après Niamey. Donc, que se donne-t-il à voir dans les interstices historiques de la résistance qui s'organise dans le temps long contre le partage du gâteau par les aristocraties locales qui ne regardent que leurs propres intérêts? C'est bien à la destruction des terres construites en 1819 qu'est retourné professeur Barry pour lire la résistance de Fanaï aujourd'hui à Saint-Louis, Seine-Ethanol par exemple. Je propose qu'il est capital de comprendre qu'il y a en effet un intérêt de place entre les autorités précoloniales et les élites locales qui a perduré aujourd'hui dans la négociation des contrats fonciers pour les investissements agricoles. De la même manière, les paysans agricoles qui ont été parfois caractérisés à tort de paresseux, c'est très central dans l'ouvrage du professeur Babacar Barry lorsqu'il parle du travail dans la région du Wallo. Car ces paysans-là produisaient le minimum, car tout surplus était saisi, ou qu'on caractérisait de Namarema, car ils ne produisaient que pour leur autosuffisance, posant ainsi les jalons d'une pratique de la résistance qui allait continuer tout en se modifiant, avec cette subtilité qui caractérise ce que l'anthropologue Scott a appelé the weapons of the weak, les armes des faibles, face à un pays organisé, comme nous le rappelle Catherine Bouy en 92, par et pour le capital marchand. Donc, il faut voir dans le problème de travail auquel a été confronté le projet de colonisation agricole, voir aussi dans le problème de terre de ce projet de colonisation agricole une résistance qui s'organisait. Mais bien plus que cela, il est aussi important, je pense, de retourner et de regarder le rôle des religions. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, qui a caractérisé l'échec du projet, mais je pense que l'islam, comme la religion catholique, comme l'a présenté le professeur Ouad aujourd'hui, ont été d'abord une force de libération, surtout lors des guerres maraboutiques du XVIIIe siècle, mais plus tard, des forces d'aliénation et bien souvent des forces qui aussi soutiennent les accaparements du terre. Et je vais regarder du côté de mes cousins lébou qui aiment beaucoup la terre et qui font parfois partie de notre famille maraboutique. Donc, au Wallo, les populations n'ont jamais accepté le travail salarié. Le travail salarié était assimilé à l'esclavage, nous a appris le professeur Babacar. Bien sûr, il y avait des formes de travail collectif, comme le Santane et le Sant, mais le travail salarié en tant que tel était conçu par beaucoup comme de l'esclavage. De plus, il y a la conception française de la terre comme propriété privée, qui n'est pas aussi acceptée, là où la conception africaine de la terre est plus quelque chose de collectif. Donc, dans la deuxième partie, je vais parler des faits stylisés en matière d'aménagement et d'investissement agricole. Le premier fait stylisé est que l'extraversion comme mode de production est une constante dans ce qui était au départ
production juste d'autosuffisance. Depuis l'introduction de l'arachide pour répondre aux besoins de la métropole, au lieu de se soucier véritablement de sa propre sécurité alimentaire, le Sénégal va se trouver confronté à un modèle dualiste de production agricole, avec d'un côté l'accent sur la modernisation de l'agriculture et de l'autre l'agriculture familiale de subsistance. On a vu le cas du riz qui était importé, principalement pour répondre aux besoins des zones urbaines en temps de crise alimentaire. De plus, dans la vallée, l'État a encouragé la production de riz pour répondre à la demande locale, avec la création en 1938 de la mission d'aménagement du Sénégal, dont l'objectif était d'améliorer la production, surtout à Richardson, pour parachever le projet de colonisation agricole cher au baron. Donc, professeur Boubacar Bari nous a montré que c'est dans ce projet de la masse qu'il y a en fait que cet établissement même de la mission d'aménagement du Sénégal comporte des traits d'accaparement de terre, dans le sens où la masse s'est installée, les terres initialement occupées par la masse ont plus tard été attribuées aux capitalistes français migrants pour développer les grands moulins du Sénégal, pour la production de canne à sucre. Cet investissement de 50 milliards de francs CFA est une illustration de l'accumulation politisée, car lorsqu'on considère les liens entre les leaders de la compagnie avec les partis politiques, la terre occupée initialement par les raffineries de Saint-Louis ont été dessaisie pour être attribuée au Grand Moulin de Dakar. Donc, professeur Bari nous propose que les accaparements de terre dont on parle aujourd'hui comme un phénomène nouveau ne sont pas en fait si nouveaux que ça. En plus de ça, il y a la Société de conserve alimentaire du Sénégal, SOCAS. Je choisis ces compagnies parce que ma thèse portait sur le secteur des fruits frais et des végétaux et des légumes au Sénégal. Donc, je fais l'historique de ces compagnies, que ce soit la SOCAS, plus tard GDS, pour voir comment eux aussi, même leur installation a aussi été quelque part problématique. Donc, pour ce qui est de la SOCAS, c'est le pionnier de la production de tomates industrielles, créé en 1944 grâce à un investissement des moulins Saint-Ac, avec un support financier des grands moulins de Paris, de la CFAO et de la SCOA. Depuis ses premiers jours, la SOCAS est basée sur un modèle de contract farming qui proposait aux coopératives locales de producteurs de donner leurs produits à la compagnie qui va le procéder industriellement dans ses propres usines sur la terre qui a été attribuée par l'État. Donc ce projet de développement agricole a été financé grâce au fonds d'aide et de coopération. Et pour Bari, c'était plus qu'un accord de substitution. C'est la conquête d'un nouveau marché. Les avantages de la SOCAS tout était préparé pour la SOCAS par l'État. C'est un projet d'accumulation politisée. Et dans ce cas-là, l'État a mis toutes les conditions en œuvre pour s'assurer que ces agribusiness-là puissent produire et a fait en sorte que les industries françaises établies au Sénégal puissent se développer. En plus, il y a eu tout ce qui s'en est suivi avec, dans les années 70, les crises agricoles, les chocs financiers internationaux, les défis du climat, et vers la fin des années 90, la restructuration des marchés alimentaires européens, donc la restructuration des régimes alimentaires qui allaient transformer radicalement la production agricole sur le continent africain, augmentant le pouvoir des détaillants et des entreprises agroalimentaires à orientation verticale qui devaient se conformer à une pléthore de règles et de pratiques et de normes mondiales. Donc pour pouvoir exporter tout ce qui était connu auparavant, comme le professeur Maud l'a dit hier, comme les producteurs du dimanche, dans les Niayes, qui allaient vraiment connaître un essor particulier du fait que l'horticulture a été pressentie pour remplacer
les manufactures traditionnelles. Donc maintenant, on parle industries without smokestack. Donc des industries qui ne polluent pas autant que les secteurs traditionnels. Donc c'est le tourisme, le secteur informatique, l'horticulture en particulier. Et donc, après ce bref rappel, mon étude, ma troisième partie comporte sur les 3 études de cas que j'ai choisies. Les 2 se trouvent dans la région de la Vallée. L'un sera très familier à certains d'entre vous, la Société de culture légumière, qui se trouve à Diama, Gandon, et dans le Ngalam, Gandon et Diama. Le deuxième cas, donc la SCL, a produit sur à peu près 1500 hectares, inclus du capital français et britannique, et opère sur 3 sites, et qui touche à peu près 12 villages dans la région de Saint-Louis. La SL produit autant sur production directe que sur production indirecte, en recrutant aussi sur le site de Savogne et Savogne, précisément la SOCAS, l'ancienne usine de la SOCAS, pour produire sous le modèle de contract farming. Et donc la SL vend autant sur le marché local que sur le marché international à travers des supermarchés comme Sainsbury's, comme Tesco, parce qu'il a acquis les certifications les plus difficiles à obtenir. Le deuxième cas concerne West Africa Farm, qui est une entreprise aussi établie vers 2008 à Yaman, qui opère à NIT. Et ce cas-là est un cas qu'on a souvent présenté comme un investissement sud-sud, dans le sens où l'ancien directeur est un Sud-Africain, mais dans la réalité, c'est bien du capital britannique qui est inclus. Et toutes ces compagnies, en fait, ont trouvé le moyen de se mettre dans d'ouvrir aussi une compagnie filiale locale pour pouvoir ne pas se soumettre pleinement au régime de taxes en place. Donc, et beaucoup aussi bénéficient du statut d'entreprise franche d'exportation qui comporte beaucoup d'intérêts. Et d'ailleurs, l'ancien directeur de la Banque mondiale a produit un document intéressant sur les industries without smokestacks dans le cas du Sénégal. Le troisième cas concerne Sénégal, mais je vais passer élusivement parce que Sénégal a le projet de Mban sur 5000 hectares et le projet de Djokoul qui a été avorté suite aux défis contrôlés. Donc pourquoi je me tarde sur ces 3 cas-là? Pour montrer que ce qui s'est passé avec le projet de colonisation agricole continue peut-être sous d'autres formes. Bien sûr, il y a le réalisme qu'il faut avoir en se disant qu'on doit aussi diversifier notre économie et qu'il ne faut pas d'emblée criminaliser ou bien parler en mal de ces projets parce qu'ils pourraient être des secteurs porteurs. Mais dans la réalité des faits, il y a aussi le fait que dans la plupart des cas, pourquoi on parle d'accaparement de terre lorsqu'on se réfère à ces cas-là, c'est que ça se passe dans le secret. Il n'y a pas beaucoup de consultation avec les populations des villages concernés. Et aussi, ils ne sont pas en mesure de donner leur consentement, donc free, informed and prior consent. Ils ne sont pas informés pour pouvoir avoir cette assente. Donc, moi, après j'ai passé, donc mon terrain, c'était ces 3 villages-là. Pas ces 3 villages, ces 3 cas qui portent sur plus de 30 villages tous. Donc des villages Peul, des villages mauritaniens, Maures, pardon, et des villages Wolof. Il est bien sûr évident que le rapport à la terre, dans ces différents groupes sociaux, diffère. Il est aussi évident que jusqu'à aujourd'hui, pour négocier la terre, les investisseurs se fondent aussi sur des divisions préexistantes déjà au niveau des groupes sociaux. Donc, diviser pour régner existe toujours. Et chaque groupe fait ce qui lui convient le mieux. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que dans les 2 cas, c'est pour produire pour l'exportation. Donc, pour West Africa Farm, c'est salade oignon et radis, des produits qu'on ne consomme pas dans ces zones-là. On ne consomme pas de radis à Nice. Pour ce qui est de
La SCL, c'est tout ce qui est patates, butternut, il y a il y a tomates, piments. Et ce qui est dommage avec la SCL, c'est qu'officiellement, le discours officiel, et la SCL recrute beaucoup moins, je ne dis pas le contraire, il y a beaucoup d'emplois, mais ce qu'on oublie de regarder, c'est que la plupart de ces emplois-là, surtout dans le secteur agricole, c'est des emplois à durée déterminée. C'est la nature même de l'emploi agricole et de la production agricole qui est ainsi. Donc les permanents vont être une infime minorité qui seront à des postes de supervision ou d'administration dans la direction centrale. Mais la majorité de ceux qui travaillent dans les champs ou dans les serres sont recrutés pour la durée de la production agricole. Donc la majorité sont des contrats à durée, c'est des contrats de courte durée ou des contrats saisonniers. Et il y a même des journaliers. La dernière leçon. Alors, la dernière leçon. La plus importante. La plus importante. C'est que pour comprendre pourquoi, dans le cas de Sénégalia, il y a eu une résistance active, et dans le cas de la SCL et de West Africa Farm, il y a eu moins de résistance, il faut aussi retourner à comment la terre a été négociée. Pour West Africa Farm et la SCL, les investisseurs se sont rapprochés de gens du terroir qui connaissent bien le village et qui ont déjà eu à trouver des terres pour d'autres dans cette zone pour qu'ils puissent faire jouer de leurs relations avec leurs amis Peul ou voilà, pour avoir de la terre. Donc dans ces cas-là, ils se sont assurés qu'il y aurait moins de conflits en aval. Parce qu'il y a eu ce travail-là qui a été fait en aval. Et dans la majorité des cas, ces personnes-là qui négocient des terres ne sont pas recrutées par la compagnie, mais sont des consultants. Comme ça, au cas où il y a un problème, la personne sort vite. Mais, donc, il y a ces intermédiaires-là, ces middlemen, qui jouent les rôles d'intermédiaires. En plus, ce qu'il faut voir aussi dans le cas de West Africa Farm, de Sénégalia, c'est que ces populations-là ont eu une mémoire très récente de cas d'accaparement de terre. Si vous vous rappelez bien, la ferme Manto de Wad se trouve à Djokoul, et la ferme n'a pas été développée comme ça a été prévu. Mais il faut aussi essayer d'aller au-delà de comment on présente les choses. Parce que, après l'avènement du régime actuel, tout ce qui a été fait dans cette zone a été diabolisé par le pouvoir actuel. Donc il y a aussi les discours qui changent selon le pouvoir en place et selon qui avait signé le deal précédent. Donc, on a eu le scandale qui a éclaté pour montrer comment beaucoup de dignitaires avaient reçu des terres en bas. Il y a eu ce communiqué qui est sorti dans la presse. Donc, essayez de voir, mais même au-delà de ça, que c'est aussi cette histoire-là, coloniale du Wallo, de résistance au travail forcé, de la conception que travailler pour quelqu'un d'autre, et non pas pour soi-même, est synonyme d'esclavage. Qui fait aussi cette résistance active à Djokoul, avec le jeu des médias et tout ça. Donc, je n'ai pas pu aller au-delà des faits. Dans la majorité de ces cas, il n'y a pas eu de village déplacé, à part le cas de Sénégalia, à Niahaï. Il y a eu 2 villages qui ont été déplacés. Il y a des syndicats qui commencent à être mis en place à la SCL et à West Africa Farm. Ce n'est pas le cas pour Sénégalia et ça joue un rôle aussi dans comment c'est présenté aussi dans les médias. Donc, peut-être que si vous avez des questions plus approfondies, vous pouvez les poser dans la série de débats questions-réponses, mais je n'ai pas pu aller au fond. Donc, juste pour conclure, ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est que moi, je ne suis pas historienne. Mon background est en sciences politiques et en études du développement, économie politique. Mais le débat qui concerne l'histoire et l'historiographie sénégalaise est bien trop sérieux pour être laissé aux mains des seuls historiens. C'est la raison pour laquelle tout ce que vous dites aujourd'hui ici nous intéresse, dans le sens où on ne peut pas comprendre les résultats économiques ou sociologiques sans pour autant comprendre le temps long et ce qui s'est passé auparavant. Donc, bien que l'historiographie sénégalaise balbutiante à ses débuts fut fustigée, de s'être fait le chantre
le porte-étendard de l'indépendance, de l'école de l'indépendance, il y a aussi et surtout eu l'opportunité de mettre à jour les contradictions de la société wallonne, pas seulement au contact des futurs colonisateurs et autres acteurs externes, mais aussi et surtout des dynamiques internes à sa propre société qui allaient constituer le ferment de sa riche histoire. Ce faisant, professeur Barry donc a eu le mérite de replacer l'histoire des Wallons en leur reconnaissant pleinement leur agence et en montrant aussi que si le lion ne sait pas dire sa propre histoire, c'est toujours le chasseur qui va la tourner à son avantage. Et comme nous l'a dit Samir Amin dans son dernier ouvrage, seuls les peuples font leur propre histoire. Pour ce qui est de la SL, c'est la SL qui est installée dans Ghana. Donc, tout ce qui est Galahad, Moï, Tiroui, sont installés là-bas. Seulement, le problème qui se pose, c'est que la SL a signé un contrat et s'est installé aussi déjà en 2006. Il était à Diao, puis à Savoie, exploite le matériel de la Savoie, emploie aussi en partie une partie du staff de la Savoie sous le contrat. Mais le problème qui se pose à Moï, c'est le cas de Moï qui a posé problème. Il y a eu des soulèvements, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2017, dans cette zone où les gens ont déposé chez nous pour montrer leur mécontentement. Parce que beaucoup s'estimaient lésés, pas consultés, et malgré tout, l'investisseur est là, parce que l'investisseur n'est plus maintenant obligé de passer par l'État, il peut passer par depuis l'acte de la décentralisation, là où tu as le contrat. J'ai tous les contrats, mais je ne peux pas les partager. Et c'était extrêmement difficile d'avoir accès à ces contrats. C'était vraiment... les compagnies peuvent signer un contrat et dire qu'ils ne vont pas le divulguer, c'est leur droit. L'État peut aussi décider de ne pas le divulguer. Les collectivités locales ont un devoir d'informer les populations par rapport à ces contrats. Donc eux, ils peuvent constituer un moyen d'avoir accès au registre, d'avoir accès à tout ce qui a été dit. Mais généralement, ils vont juste donner le procès-verbal de délibération de tout ce qui consiste en une ligne qui dit combien d'hectares a été attribué à qui. Maintenant, pour avoir accès au contrat même, nécessite un va-et-vient très long et parfois très désagréable. Mais pour ce qui concerne la SL, toutes les terres dont la SL dispose, et c'est sur une base légale. Maintenant, le légal peut ne pas être juste, légitime non plus. Mais la SL, légalement, a le droit d'occuper ces terres. Et je rebondis juste sur ce que disait le professeur Patsosa, qui est très juste. On voit une éclosion de tout ce qui est responsabilité sociale d'entreprise, mais qui, à mon avis, n'est qu'une manière de vraiment saupoudrer le fond du problème. Parce que lorsqu'on prend une terre, des hectares de terre virtuellement gratuitement, de manière gratuite, sans avoir à payer quoi que ce soit, en plus avoir des exonérations par rapport à avoir de statut d'entreprise franche d'exportation, ça pose problème dans le sens où... Et il y a aussi des revendications morales. Donc tous les actes qui ont été posés, tous les contrats qui existent, les protocoles d'accord entre les populations, les communautés, les autorités locales et les compagnies, sont suivis maintenant des demandes officieuses des populations qui vont dire je veux rencontrer la compagnie parce que maintenant il faut que vous me signiez un protocole officiel pour que moi, chaque village, et c'est même pas par exemple tout ce qui est Galahad, la mairie de Gandon, Fasno, non, c'est chaque village concerné qui va aller à la SL négocier ce qu'il veut. Donc par exemple à Galahad il y a un problème, et Boy aussi, parce que la SL a même occupé une terre où il y a un cimetière qui est au milieu des terres. Donc, la concession qu'elle a pu faire aux populations, c'est de l'entourer. Et il y a aussi un baobab sacré, c'est de l'entourer et de ne pas vraiment de l'entourer, pour qu'il n'y ait pas... Mais maintenant, même les populations, pour qu'ils aient accès
cimetière-là, parce que ce cimetière se trouve à l'intérieur des terres de l'ASL, il faut l'autorisation de l'ASL pour entrer. Donc il y a plein de problèmes. Il y a les contrats officiels, il y a les contrats inofficiels, il y a tout ce que les populations demandent de part et d'autre, et qui ne sont pas très, comme disait le professeur Diaw, qui ne sont pas connus du grand public. Donc chaque chef de village demande ce qu'il veut. Et voilà, c'est problématique. Et je pense qu'au-delà de la transparence, il y a la question de la justice et de l'équité aussi. Pour l'histoire, je suis d'accord avec votre political economy is the best tool to analyze African society. Bon, retenez les leçons qu'elle a essayé de montrer, c'est-à-dire la résistance des paysans à céder leur terre, la question du travail, avons-nous suffisamment de bras pour mettre en valeur ces terres-là, la gestion partisane de l'administration du foncier en complicité avec les grandes sociétés multinationales, comment ça se traduit sur le terrain. Je crois que retenez ces leçons-là et bien d'autres. Et écoutons maintenant comment ces problèmes-là se présentent de manière actuelle. Quel est le nouveau contexte? Et M. Ba de IPAR va nous en parler. Double casquette de M. Ba. C'est lui le grand patron de IPAR, donc centre de recherche. Pas recherche universitaire, mais recherche pour les décideurs politiques. Mais aussi, c'est un acteur, un membre actif de la Commission nationale de réforme foncière, dont les conclusions restent toujours dans les tiroirs de M. le Président de la République. Parce que, comme vous le savez, il y a deux questions que les dirigeants refusent d'aborder au Sénégal, de toucher. La première question, c'est construire des prisons. Parce que les dirigeants construisent des prisons. Parce que les dirigeants croient que quand tu construis une prison, tu vas atterrir dans cette prison-là. Donc personne ne veut construire des prisons. Et deuxièmement, la question foncière. J'ai saisi cette occasion également pour remercier deux de mes maîtres qui sont là, le professeur Abdoulaye Bachili et le professeur Mohamed Bodj. Je suis très content aujourd'hui d'être près de lui. Il a perdu de vue presque pendant 2 décennies. Et c'est lui qui a guidé mes pas dans la recherche. C'est lui qui a dirigé mon mémoire de maîtrise. Je lui dois beaucoup. Et pratiquement, c'est le mémoire de maîtrise qui a débouché sur ma thèse de 3e cycle sur l'économie arachidière et dynamique du peuplement dans les régions arachidières du Saloum. L'exemple du Saloum oriental de 1891 à 1960 et qui a fait l'objet d'une publication chez Cartala en 2016. Donc, professeur, merci. Et c'est mon absence qui aurait peut-être dérangé. En dehors de l'hommage qu'on doit rendre au professeur Boubacar Baye, je dois beaucoup également au professeur Babacar Fall, que je connais depuis 1984. Mais c'est effectivement en 1986, lorsque je faisais ma formation à l'école normale supérieure, que vraiment nous avons commencé à entretenir des relations. Mais il m'a inspiré. C'est en 1984 que j'ai assisté à la première soutenance de thèse, c'était sa soutenance. Ma prestation porte sur les premières expériences de mise en valeur agricole du Sénégal, les exemples du Wallo et de Ngazobil, Wallo 1819 et Ngazobil 1863. Peut-être le Wallo est beaucoup mieux connu que Ngazobil. La première expérience, c'est-à-dire celle du Wallo, s'est déroulée en pays Wolof, dans le Wallo, dans la basse vallée du fleuve Sénégal en 1819. L'autre expérience a eu pour cadre le pays Sérère, plus précisément Ngazobil, localisé situé dans la province maritime du Royaume du Sud en 1863. Revenons un peu à l'étymologie, parce que c'est la toponymie
Donc, résulte du sérère. Ngas, en sérère, veut dire le puits. Bil, ce sont les pierres. Ngas au bil, c'est le puits aux pierres. Pour ceux qui connaissent Kaolack, on dit Kaznak, Kazaville. Ce n'est pas Kazaville, parce qu'on dit ville. Mais c'est Ngas, Nowin, c'est-à-dire le puits des hommes. Mais on en francisé pour dire Kazaville. Kaznak, par exemple, c'est Ngas Nak, c'est-à-dire le puits des vaches. Donc, c'est pour dire que cela dérive alors du sérère. Bien que déroulé dans des régions différentes, à des périodes assez éloignées, ces deux expériences présentent quand même des similitudes. Et ces similitudes, nous allons les voir à travers leur finalité, l'exécution de ces deux expériences, mais aussi aux résultats. Quant aux finalités, il faut savoir que ces deux expériences du Waalo et de Ngazobil ont eu pour finalité de trouver des produits agricoles de substitution au Sénégal même, donc afin d'approvisionner la métropole. Et certains collègues, peut-être, l'ont dit ce matin, il fallait seulement, d'après l'esprit français, transporter les ouvriers là où se trouve le travail. Il fallait transporter le travail là où se trouvent alors les ouvriers, au lieu de transporter les ouvriers là où se trouve le travail. Parce qu'autrefois, avec la traite négrière, c'était ça. On prenait les ouvriers pour les amener en Amérique. Ce n'est plus possible avec l'abolition de la traite. Et maintenant, il fallait alors amener le travail là où se trouvent les populations. Et c'est dans ce cadre que se situent alors ces deux expériences. Mais pourquoi? Parce que la France vit au début du XIXe siècle une grave crise politique, économique, une crise consécutive à l'abolition de la traite, à l'occupation anglaise, mais aussi à la perte des colonies françaises d'Amérique. À partir du XIXe siècle, la France avait commencé à perdre certaines de ses colonies. Et plus grave encore, le commerce de la gomme à lui seul ne pouvait pas compenser les énormes profits qu'offrait alors le commerce des esclaves. Donc nécessairement, il fallait trouver un produit de substitution. Et c'est dans ce cadre maintenant que s'inscrit alors la mise en valeur du Waalo et de Ngazobil. Concernant maintenant la mise en œuvre, commençons d'abord par le Waalo. Le plan agricole du Waalo est initié par le gouverneur Chemals, 1816-1820. Et il est réconforté par le soutien aux politiques et financiers du gouvernement français. En d'autres termes, l'expérience du Waalo est une initiative de l'État français. Et en ce qui concerne la mise en œuvre maintenant, le gouverneur Chemals signe avec le BRAC, Amadou Fatim Borso, le 8 mai 1919 à Ndiaw, un traité. Et par ce traité, le souverain du Waalo s'engage à lui céder des terres propices, lui fournir la main-d'œuvre nécessaire, mais également lui assurer la sécurité. Et en contrepartie, Chemals, au nom du gouvernement français, accepte de lui verser des coutumes annuelles d'un montant de 10 358,64 francs. Et avec ces coutumes, alors les revenus alors des ayants droit avaient presque triplé. Donc, vous voyez. Et s'engage également à protéger le royaume contre les pressions maures, donc Trarza. Et après un démarrage assez timide sous l'égide des gouverneurs Chemals, 1820, le coupé qui a succédé à Chemals, 1820-1822, le plan de mise en valeur alors est repris par le gouverneur Baron Roger, 1822-1827, qui tente de lui donner une nouvelle impulsion. Et le gouverneur Roger avait des objectifs spécifiques bien définis et des stratégies bien élaborées. Et son premier souci était alors
la maîtrise des actifs agricoles de la région, et pour y parvenir, il recrute des spécialistes en la matière et fait former des agents techniques. Et le spécialiste le plus en vue était le jardinier Richard. Sa deuxième préoccupation était surtout la recherche scientifique. Et avec la création du jardin d'essai de Richard Law pour l'acclimatation des plantes européennes tropicales. Mais aussi, entre autres innovations, il y a la bonification des terres, l'embouche bovine, l'élevage du verre à soie. Donc voilà pour ce qui est du Wallon. Pour ce qui est maintenant d'un gazobile, si le Wallon était une initiative de l'État français, il faut savoir qu'un gazobile était une initiative de l'Église catholique, avec l'appui maintenant du gouvernement français. Et l'idée de mise en valeur a démarré pratiquement en 1848. Mais il y a eu un échec dès le départ parce que 1848, la province gazobile appartient à la province maritime du Sine. Et à l'époque, c'était une région qui n'était pas encore conquise. Donc c'est pourquoi, après un premier essai, alors il y a eu un échec. Et à l'époque, le gouverneur Protet avait demandé alors à l'archevêque, en quelque sorte Alexis Cobès, alors de quitter la zone pour revenir à Anne. Et c'est à partir de 1863 que le projet sera repris. Pourquoi? Parce qu'en 1850 déjà, il y a eu le protectorat français sur le Sine. Et un protectorat qui n'a jamais été accepté par Commodore Dauphin Fofana. N'empêche, le projet va démarrer et le projet porte sur le coton. Donc il fallait développer la culture du coton. Parce que aussi le contexte, il faut bien analyser le contexte parce que nous sommes en 1863, pratiquement c'était en pleine guerre de sécession. Et le coton, l'industrie française avait besoin de coton et le coton américain ne pouvait plus venir. Donc il fallait développer donc, dans les colonies alors la culture du coton. C'est ainsi que par décret impérial du 2 mai 1863, la mission catholique reçoit du gouvernement français 1000 hectares donc de terre disponibles, dont 300 immédiatement disponibles. Mais en contrepartie, il y a une redevance de 0,50 francs par hectare payable sur 10 ans. Donc il y avait une petite contrepartie. En dehors du coton fourni à la métropole, mais il y avait aussi au bout de 10 ans alors des redevances de 0,50 francs donc par hectare donc à payer. Et l'Église compte sur ce projet pour des rentrées d'argent, parce que l'Église en avait besoin, mais également pour drainer des populations donc à convertir. Et le projet s'appuie sur une importante main-d'œuvre, surtout en majorité constituée d'immigrants. Ce sont des immigrants qui sont chassés du Saloum par les guerres religieuses, c'est-à-dire les guerres déclenchées par Maba contre le Saloum. Donc il y a beaucoup de populations du Saloum qui vont quitter alors le Saloum pour la petite côte. Mais aussi, parmi cette main-d'œuvre, il y a quelques populations originaires du Sine qui ont fui alors les guerres civiles au Sine, parce qu'il y en avait tout au long du 19e siècle. Et alors le projet comptait sur cette population d'immigrés pour pouvoir développer les différentes activités. Mais aussi, il faut savoir que, en dehors de la terre fournie par le gouvernement français, le projet avait reçu la bénédiction même des autorités coloniales locales. Et même le gouverneur Pinel-Laprade a fait le déplacement sur Gazobile. Un mois après, Gazobile a également reçu le gouverneur fédéral. Donc, il y a eu une complicité entre l'Église et l'administration coloniale. Mais en dehors de cela, aussi, il faut savoir que le projet avait reçu l'appui financier d'un industriel alsacien qu'on appelait Herzog. Et celui-ci aussi va recevoir en contrepartie donc quelques centaines d'hectares donc à développer.
Mais aussi, à côté du coton, il y avait aussi le développement des cultures vivrières. Et il y a eu donc le développement du riz, le manioc, les céréales, mais aussi quelque chose d'arachide. L'arachide était surtout destiné à l'alimentation, à la nourriture. Donc, quant aux résultats maintenant, concernant le Waalo, si le baron Roger semble satisfait de ces résultats, ceci se révèle un échec parce que les recettes d'exportation de l'ensemble des produits agricoles ne dépassent guère 188 000 francs pour 1 250 000 francs d'investissement. Ils n'ont eu que 188 000 francs. Pire encore, l'exploitation de coton égrené n'a jamais atteint 50 000 kg, c'est-à-dire 50 tonnes. Alors que c'est dans cette culture que le gouvernement a le plus investi. Donc vous voyez que c'est une forte perte notoire. Pour ce qui est d'un gazobile, entre 1804 et 1869, Gazobile n'a obtenu des récoltes de coton satisfaisantes qu'en 1865. Et les autres récoltes ont été catastrophiques pour l'abandon pur et simple du projet. Mais quels sont maintenant les facteurs de ces échecs? Au plan politique, il y a eu l'insécurité inhérente aux pressions mortes pour ce qui est du Waalo. Mais aussi, pour ce qui est d'un gazobile, l'opposition farouche du Bour Sine, Coumba Ndoffène, à l'installation française sur la façade maritime de ses possessions. Parce qu'il faut savoir que même le Bour Sine, Coumba Ndoffène, a été tué à Joal en 1871. Donc le Sine n'a jamais accepté alors cette présence française. Mais aussi il faut savoir que c'était une zone occupée, peuplée d'une minorité de Sérères, c'est-à-dire le Ndiégem. Le Ndiégem aussi qui n'a jamais du tout accepté la domination de l'écrasante majorité des Sine. Donc c'était en quelque sorte une zone d'insécurité. Il y a aussi la crise de la main-d'œuvre. Pour ce qui est du Waalo, vous savez que même au niveau d'un gazobile, les populations n'avaient jamais accepté le travail salarié. Jusqu'à une époque récente, le travail salarié a été assimilé à de l'esclavage. C'est pourquoi, aussi bien au Waalo qu'au Sine, donc il y a eu le problème de la crise de la main-d'œuvre. Ensuite, il y a eu le problème foncier, surtout pour le Waalo. Parce qu'au Waalo, avec le traité, alors les Français considéraient alors les possessions comme une propriété privée. Alors que pour les Waalo, et même dans la plupart des régions du Sénégal, la terre appartient à la communauté. Mais la terre, donc, ne peut pas être vendue, ne saurait être une propriété privée. Donc il y a eu une différence d'appréciation au niveau donc, du traité, surtout dans le domaine foncier. Il y a aussi, pour ce qui est de gazobile, les calamités naturelles. Parce qu'il y a eu la fièvre jaune qui a tué beaucoup de prêtres. Il y a eu aussi le choléra qui a décimé une bonne partie de la population. Mais aussi en dehors de cela, il y a eu des invasions acridiennes qui ont détruit les récoltes. Et d'ailleurs, le principal échec résulte des invasions acridiennes. Donc voilà tout compte fait, brièvement résumé. Alors, ces deux expériences agricoles, au Waalo et en gazobile. Mais la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les deux projets avaient surtout misé sur le coton. Et le coton a échoué. Et c'est pourquoi maintenant, alors, administrateurs coloniaux, commerce et population vont s'accorder sur le développement de la culture arachidière. Et c'est à partir de ce moment que commence l'avènement de l'arachide. Je vous remercie.